Il est 23h à Abidjan, bienvenue, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le dernier point de l'information. 13 mars 2018, 2 ans après l'attaque de Grand Bassam, la Côte d'Ivoire se souvient. Cérémonie de commémoration ce matin en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et de plusieurs membres du gouvernement. À Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le calme est revenu ce mardi après le décès par balle d'un homme. Le drame est survenu lors d'un ratissage de la gendarmerie, ratissage après une attaque d'hommes armés. L'actualité internationale nous conduira ce soir, entre autres, en République démocratique du Congo, où au moins 30 personnes ont été tuées dans plusieurs villages du nord-est du pays. 13 mars 2018, 2 ans après l'attaque de Grand Bassam, la Côte d'Ivoire se souvient. Cérémonie de commémoration ce matin en présence du ministre Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, et de plusieurs membres du gouvernement. Les temps forts avec Alexis Ouedraogo. 2 ans après, Grand Bassam se souvient. Pour marquer la date anniversaire de l'attentat qu'a connu la ville balnéaire, marche silencieuse. 1 minute de silence devant la stèle érigée par la mairie pour dire la compassion du peuple ivoirien aux parents des victimes. Au nom du gouvernement, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a porté un message d'espoir. Il nous fallait venir ici, nous souvenir de nos martyrs, apporter notre compassion aux familles et à la ville. C'est le sens de cette cérémonie. La Côte d'Ivoire est un pays qui se bat pour qu'il y ait la paix ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région et dans le monde. Nous sommes un pays de paix et nous avons été très touchés par cet attentat. Les Ivoiriens ont été très marqués et ces 2 ans, on a voulu, sur instruction du président de la République, avec l'onction du Premier ministre chef du gouvernement, venir apporter la compassion, la solidarité du gouvernement à toutes les victimes, à tous les parents des victimes. Rappelons que les enquêtes diligentées après l'attentat ont permis d'appréhender et d'écrouer l'un des principaux commanditaires du drame de Grand Bassam. La Côte d'Ivoire, plus que jamais engagée dans la lutte contre le terrorisme. Bientôt, un centre régional de formation antiterroriste verra le jour dans le pays. C'est un centre qui va recevoir des militaires et forces de sécurité de Côte d'Ivoire, mais également de plusieurs pays africains. Abou Sanogo. Le dimanche 13 mars 2016, la Côte d'Ivoire faisait face à la première attaque terroriste de son histoire. Pour prévenir les actes de terrorisme, le gouvernement prend des mesures urgentes destinées au renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, des services de renseignement et la surveillance aux frontières. Une stratégie de lutte contre le terrorisme est élaborée. Les différentes unités sont équipées de moyens plus adaptés. La formation des éléments issus de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l'armée initiée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique et qui vise à renforcer leurs capacités opérationnelles. Les États-Unis d'Amérique apportent également leur appui dans le domaine des techniques d'enquête et d'investigation contre le terrorisme. L'assistance américaine est portée sur une nouvelle doctrine d'emploi qu'on appelle la police de proximité. Cette doctrine d'emploi permet à la gendarmerie, à la police, de travailler de concert avec la population pour prévenir toutes sortes de menaces. La Côte d'Ivoire poursuit la formation de ces hommes. Les forces spéciales ivoiriennes et les forces spéciales françaises ont participé à un exercice militaire conjoint dans le traitement d'une prise d'otage par des terroristes. Cette manœuvre avait pour objectif d'apprécier l'interopérabilité des deux forces, ainsi que leur capacité à travailler ensemble dans la gestion d'un incident sécuritaire de grande envergure. Nous avons pu voir toutes les étapes, toutes les phases d'une telle opération. Et je crois que cela a été bien mené par nos hommes avec l'appui des forces françaises. Donc nous sommes satisfaits. Les techniques d'intervention sont assez proches. Et comme on a besoin de beaucoup de monde au moment où il y a des interventions,
il faut qu'on puisse être interopérable. Donc c'est important qu'on développe des techniques propres. C'est pour ça qu'on est ensemble. Au regard de la menace terroriste, les forces ivoiriennes sont en veille pour parer à toute éventualité d'attaque. Et pour réduire cette menace, des actions sont menées par les autorités ivoiriennes. Le partage de renseignements entre les États, une stratégie de lutte contre le terrorisme et la préparation des forces qui s'entraînent régulièrement de façon individuelle ou combinée pour tester leur interopérabilité. Et c'est dans ce cadre qu'un centre régional antiterroriste ouvrira ses portes en Côte d'Ivoire, précisément à Jacquesville. C'est dans le cadre des accords de coopération avec la France. Il y a un besoin sur l'ensemble de la région de formation à la lutte antiterrorisme. C'est un besoin régional. Je suis immensément fier que ce soit un projet ivoiro-français et que ce soit la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour ce centre. Ce centre va délivrer tout le cursus de formation de lutte antiterroriste, notamment le renseignement, l'intervention et l'enquête. Et il va abriter tous les théâtres d'opérations envisageables. Il sera bâti sur un site de 1200 hectares. Le caractère inédit du phénomène nécessite des savoir-faire spéciaux. Des moyens colossaux seront donc mis en œuvre. Les instructeurs seront fournis par la Côte d'Ivoire et la France. Ce centre permettra à nos pays, à nos États, d'avoir une expertise dans le domaine de la lutte contre le terrorisme en donnant la capacité d'anticiper, d'avoir des personnels formés en matière d'abord d'identification des réseaux terroristes, des organisations terroristes, de leur mode de fonctionnement, de leur mode opératoire, de leur mode de financement. Ce centre met en priorité les forces spéciales et toutes les unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme au niveau stratégique, opératif et tactique. L'ouverture est prévue pour septembre 2018. La première phase va consister à accueillir des cadres. Puis la seconde, les premières troupes d'intervention à qui seront dispensées les techniques spécifiques à la lutte antiterroriste. On parle sport à présent. En tournée mondiale, le trophée de la Coupe du monde de football a marqué ce mardi une escale en terre ivoirienne. Il a été officiellement présenté au président Alassane Ouattara par l'ambassadeur de la FIFA, Christian Karambeu. Le chef de l'État s'est réjoui du choix de la Côte d'Ivoire par la FIFA au rang des pays désignés pour donc accueillir cette tournée mondiale du trophée de la FIFA. Il a également souhaité une pleine réussite à la prochaine Coupe du monde qui se tiendra, notez-le, en Russie au mois de juin prochain. Soulignons également que pour cette tournée, le trophée de la Coupe du monde de football va sillonner 51 pays et 80 villes du monde. Muriel Aoré est en Côte d'Ivoire depuis quelques heures maintenant. La sprinteuse ivoirienne a regagné son pays après son sacre aux 60 mètres en salle. La championne du monde a été accueillie par les Ivoiriens en début de soirée, ici même à Abidjan. Et elle était tout de suite après sur le plateau du 20h. La championne dit être venue présenter sa médaille d'or à la Côte d'Ivoire, son pays. La mobilité des artistes de Côte d'Ivoire évoquée ce matin au Massa 2018, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan réunissait aujourd'hui des promoteurs culturels venus échanger leur expérience. Issaïo. L'Afrique regorge de nombreux talents sur le plan artistique, des talents qui ont besoin d'espace pour s'exprimer afin d'assurer leur quotidien. Pourtant, ils sont confrontés à de sérieux problèmes de mobilité. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, veut remédier à cet état de fait. Elle a organisé un colloque sur la mobilité des artistes en Afrique au marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. Une rencontre au cours de laquelle des promoteurs culturels ont partagé leurs expériences. Je dispose d'un équipement culturel en privé qui achète du spectacle. Si nous arrivons véritablement en lien avec les communes, avec les mairies, à créer des lieux de diffusion qui peuvent acheter du spectacle, c'est là où nous pouvons véritablement organiser un marché et de la mobilité pour les artistes. Le Massa, dès sa création, avait pour but de permettre aux compagnies du Sud d'avoir des marchés hors du continent, d'où la mise en place à l'époque de la Transafricaine des arts. La donne a changé avec l'évolution du temps, selon le directeur général du Massa. Ce ne sont plus les producteurs qui sont les grands ordonnateurs du marché, c'est plutôt les festivals.
Et donc nous avons tout un réseau de connexions de festivals avec lesquels nous travaillons et le Massa s'efforce aujourd'hui de créer un peu le lien entre ces différents réseaux de festivals et entre les festivals tout court. Didier Awadi, artiste sénégalais, a plaidé en tant que promoteur des arts pour que la musique urbaine puisse être prise en compte dans la programmation artistique du Massa. Et la culture se met au service de la paix et de la cohésion sociale à Anyama Djamé. Le village situé dans la commune d'Anyama a célébré les 50 ans de pouvoir de leur plus vieille génération, encore en vie. À l'occasion, la jeune génération donc a été appelée à l'union pour le développement du village. Franck Wadio. 50 ans après leur prise d'armes, ils sont encore là. Pas tous, mais à la centaine de survivants sur les 3000 qui forment la génération Bléchoué, le village d'Anyama à Djamé rend un hommage appuyé. Nous sommes vivants et nous sommes aussi malades, on ne peut pas bien marcher, on a tout fait pour venir pour assister. C'est l'occasion pour nous de rappeler aux uns aux autres qu'il ne faut pas encore attendre 50 ans pour commémorer ce genre d'événement. Nous invitons les populations d'Anyama Djamé, sinon les différentes générations d'Anyama Djamé, à le faire chaque 5 ans. Pour cet hommage, toutes les classes d'âge et les générations se sont mobilisées. Des Djiou au Nyando, en passant par les Tchoba et les Mounon, tous ont traduit à leurs aînés leur joie de les avoir encore à leur côté. Mais mieux, pour ce peuple acquis, la célébration de ce cinquantenaire est le symbole du respect de certaines valeurs qui fondent la cohésion et la paix dans une société. Le message fort, c'est cette cohésion sociale-là. Et pour dire aux générations futures, il faut toujours venir demander un conseil. Il faut toujours faire marche arrière pour demander des conseils aux anciens. Pour savoir comment est-ce que vous avez géré le village jusqu'à aujourd'hui. Les fêtes de génération sont très importantes parce que c'est la transmission du pouvoir de façon pacifique et plus démocratique. Et nous devons suivre cet exemple. Donc tout ce qui concerne ces fêtes-là, nous nous engageons pour ça. À cette célébration du cinquantenaire du contingent 68, on note la présence des amis des générations Bléchoué, des Osonkois, des Bempé, de Yopougon-Kouté, entre autres. Rappelons que c'est le 22 février 1968 que la génération Bléchoué d'Anyama à Djamé a fait son fokoué, prise d'armes en pays acquis. À Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le calme est revenu ce mardi après le décès par balle d'un homme. Le drame est survenu lors d'un ratissage de la gendarmerie suite à une attaque d'hommes armés dans la ville. Le calme est donc de retour, mais les populations prudentes sont restées chez elles ce mardi. Eve Boué. C'est une ville de Bangolo paralysée qu'il nous a été donné de voir ce mardi 13 mars 2018 dans l'après-midi. Rue vide, commerce, magasins, marchés, établissements scolaires, tout est fermé. Les populations pour la plupart sont terrées chez elles. Quelques habitants témoignent. Le matin, moi je me suis levée, bateau marché, les gens couraient, on ne sait pas il y a quel problème. Nous on est traumatisés, on ne sait pas il y a quoi, donc nous sommes là. Je ne sais pas ce qui se passe au juste. Voilà la raison pour laquelle je me suis mis à l'abri avec mes parents. Seule présence dans les rues, les forces de défense et de sécurité. Selon les témoignages, dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 mars 2018, un poste de sécurité situé dans le village de Béozi-Biao aurait été attaqué. Les deux gendarmes en faction dans la riposte auraient atteint mortellement un des assaillants, un jeune, quand un second est grièvement blessé. Le mardi matin, les jeunes du village de Diouzon, dont est originaire le jeune tué, aidés d'autres personnes des villages font mouvement à Bangolo. Ils seront dispersés par la suite par les forces de défense et de sécurité, provoquant ainsi une panique générale dans la ville. Les autorités administratives, politiques et coutumières mènent des sensibilisations et appellent à l'apaisement. Nous voulons donc saisir l'occasion pour inviter la jeunesse, enfin, toute la population du département à l'apaisement et à la cohésion sociale. Donc nous invitons tout le monde à observer la paix, à faire en sorte que Bango puisse revivre. L'appel est donc lancé. Il faut coûte que coûte préserver la paix et la cohésion sociale dans la région du Guémon.
De Bankolo, retour à Abidjan, la Banque de développement vient de rendre publiques ses perspectives économiques pour l'Afrique en 2018. Le rapport porte sur les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le reportage de Noël Nagno pour en savoir davantage. La BAD, Banque africaine de développement, innove. Depuis ce lundi, l'idée lancée le 17 janvier par le président du groupe de la BAD a pris forme. Les décideurs africains ont en leur possession un outil de décision économique. Je pense que l'édition 2018 des perspectives économiques de l'Afrique démontre l'ambition de la BAD de jouer un rôle majeur dans la génération des connaissances sur les économies africaines. Donc c'est une réaffirmation du rôle de premier plan que la BAD souhaite jouer dans ce domaine. Sur cette base, 2 rapports sont produits. Ils portent l'un sur les perspectives économiques de l'Afrique de l'Ouest et l'autre sur celles de l'Afrique centrale. De ces 2 rapports, il ressort que les perspectives sont globalement bonnes pour ces 2 composantes clés du développement économique de l'Afrique, avec un meilleur tableau pour l'Afrique de l'Ouest. Nous prévoyons une accélération de la croissance en Afrique de l'Ouest en 2018 et en 2019, après un léger ralentissement en 2017. Et pour consolider cette reprise de la croissance, les pays doivent continuer leurs efforts de mobilisation de ressources, d'investissement dans les secteurs stratégiques de l'économie, tels que l'énergie, le développement du secteur agricole, renforcer aussi l'intégration régionale et mettre l'accent sur le secteur industriel et manufacturier aussi. Il faut cependant noter une convergence au niveau des 2 rapports, l'épineuse équation de la création d'emplois. Les rédacteurs du rapport indiquent des champs à explorer. Il s'agit essentiellement de continuer à mettre l'accent sur les secteurs capables de relancer l'économie, mettre l'accent sur le secteur agricole, sur l'agro-industrie, continuer à développer l'énergie, parce que vous savez, l'énergie, c'est très important pour les activités économiques. Prendre aussi des mesures pour développer le secteur manufacturier, renforcer l'intégration régionale pour encourager les échanges économiques et créer une demande forte pour les différentes économies qui va permettre de créer des emplois. Voilà qui va donner du grand mood aux chargés de création d'emplois en Afrique. Une mission d'experts français à Abidjan dans le cadre de la relance des projets de développement urbain. Il s'agit d'une délégation de la Direction générale de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de l'Île-de-France, une délégation venue apporter son soutien à la Côte d'Ivoire pour une meilleure mise en œuvre du schéma directeur du Grand Abidjan. Cheikh Koné. Avec 25 millions d'habitants et une population urbaine estimée à 53%, la question de la planification urbaine est devenue une préoccupation majeure en Côte d'Ivoire. Pour pallier cette difficulté, le gouvernement prépare le projet de création d'un organisme d'aménagement chargé de coordonner toutes les activités relatives à l'aménagement de la ville d'Abidjan. La présence en terre ivoirienne de la délégation de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de l'Île-de-France, IAU-IDF, répond à ce besoin. Nous, on vient ici à la demande du ministre pour trouver une solution originale qu'on va construire ensemble. On ne va pas vous balancer, on ne va pas vous donner des choses toutes faites. On va réfléchir ensemble, faire plusieurs scénarios. Et sur cette base-là, les décideurs décideront. Nous ne sommes là que pour apporter des idées. Au programme de la mission de l'IAU-IDF, plusieurs rencontres sont prévues avec les structures en charge de la planification en Côte d'Ivoire, le BNET, le PRECI, le district d'Abidjan et les principaux bailleurs de fonds. Cette rencontre vise à faire un diagnostic de ces structures et de proposer une approche qui permette une gestion urbaine plus inclusive. Nous sommes tous en train de voir comment et de quelle manière on peut mettre en place cet outil-là. C'est pour ça que nous avons demandé à l'IAU de venir pour qu'elle puisse nous faire des suggestions par rapport à cela. Notre volonté commune, que ce soit au niveau du district, que ce soit au niveau des autres ministères, au niveau du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'on puisse améliorer la fonctionnalité de la ville d'Abidjan. En sollicitant l'expertise de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de l'Île-de-France, IAU-IDF, le gouvernement veut s'appuyer sur des partenariats fiables pour se doter d'une meilleure planification urbaine. Cette mission, prévue du 12 au 16 mars prochain, fait suite à la visite effectuée à Paris en novembre 2017 par le ministre Claude Isaac Dey en marge du Salon international des innovations pour le bâtiment et l'architecture.
La 3e édition de la semaine du consommateur a démarré ce mardi, ici même à Abidjan, une semaine qui coïncide avec la première édition des soldes et promos en ligne. L'enjeu, une meilleure maîtrise des prix. Lansine Bakayoko. La lutte contre la vie chère, une volonté réaffirmée par le gouvernement à l'occasion de cette semaine du consommateur. Avec le nouveau code de la consommation qui réglemente le domaine et protège contre les pratiques commerciales abusives, le pouvoir est désormais entre les mains des consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs ont le pouvoir d'ester en justice lorsque, je dirais, leurs intérêts sont menacés. En termes d'avancées importantes, c'est qu'un certain nombre, je dirais, de dispositions sont prises pour garantir la qualité des produits qui sont mis sur le marché. Ce pouvoir d'assainissement et de régulation du marché, les organisations de consumérisme entendent bien l'exercer, mais en synergie avec toutes les parties. La lutte contre la vie chère, c'est un combat d'ensemble. État, opérateurs économiques, consommateurs, c'est un type groupé que nous devons faire ensemble pour pouvoir impacter les prix à la baisse. Cette 3e édition de la Semaine du consommateur coïncide avec la première période de solde annuel instituée par le gouvernement. Cette année, une innovation de taille, l'usage du numérique via un réseau social dédié aux consommateurs pour accéder au prix des produits en solde. Cette vulgarisation de la période de solde fait également la formation des consommateurs à travers les universités de la consommation avec les communications que nous animons. Plus de 500 enseignes sont en ce moment concernées par les opérations de solde. Les 500 premières qui ont déjà digitalisé leur catalogue de prix ont concédé 1,2 milliard de francs CFA aux consommateurs. Les concours administratifs 2018 sont lancés. 379 concours sont prévus pour cette session, ce pour 9 644 postes budgétaires. Notés au chapitre des innovations, les compositions assistées par ordinateur et l'introduction du numérique dans le processus. Grâce Kando. Je profite de cette tribune pour clamer haut et fort que les réseaux et autres tuyaux au niveau des concours administratifs, c'est bien fini. Amener les Ivoiriens à sortir de la fraude pour s'inscrire dans la logique du mérite. Message du ministre de la fonction publique lors du lancement des concours administratifs session 2018. Pour une meilleure organisation de ces concours, des réformes sont engagées. L'introduction du numérique dans tout le processus des concours, de l'inscription au traitement des résultats, est l'une des principales innovations qui, à la satisfaction de tous, permet de juguler les comportements répréhensibles qui sont de nature à ternir la notoriété du ministère de la fonction publique. Les inscriptions en ligne s'ouvrent ce mercredi 14 mars pour s'achever le 14 mai prochain sur le site www.fonctionpublique.gouv.ci. Les compositions auront lieu du 8 au 30 septembre dans 11 villes. Il est prévu l'organisation de 379 concours pour 9 644 postes budgétaires. Les résultats seront connus le 30 novembre prochain. Les fonctionnaires et agents de l'État sont entrés en grève en novembre dernier, puis en janvier. À l'origine, plusieurs revendications, dont le paiement du stock des arriérés. 7 mois après, les négociations entamées. Quel est le point? Grâce Kando. 7 mois après la signature des protocoles d'accord entre gouvernement et syndicats, le ministre de la fonction publique fait le bilan de la mise en œuvre. Ces accords portent, entre autres, sur le stock des arriérés. Je puis vous assurer que les paiements sont effectifs. Cela dénote de la volonté du gouvernement de rester au service des populations par le respect des engagements. J'aimerais donc pouvoir compter sur nos partenaires sociaux pour le respect de leurs engagements en contrepartie. En ce qui concerne le stock des arriérés, sur 249 milliards, 34,9 milliards seront décaissés cette année et 120 000 fonctionnaires sont concernés. Pour rappel, le paiement du stock des arriérés fait partie des 6 points de revendication présentés lors de la grève des fonctionnaires et agents de l'État en novembre 2016 et en janvier 2017. Autre point de satisfaction,
l'intégration des journaliers à la fonction publique et la bonification indiciaire catégorielle de 100 à 150 points. Toutes les mesures convenues avec les syndicats connaissent un début d'exécution. Plus de 2 milliards de personnes touchées dans le monde chaque année par l'hépatite virale B. Cela selon l'Organisation mondiale de la santé. Le taux de prévalence est de 13%. Et bien pour contribuer à le réduire considérablement, les artistes gospel de Côte d'Ivoire rejoignent le programme national de lutte contre la maladie dans son combat. Elles sont la première cause du cancer du foie et de cirrhose en Côte d'Ivoire, avec un taux de prévalence de 13% pour les hépatites virales B et 3 à 4% pour l'hépatite C. Ces pathologies constituent un véritable problème de santé publique. Les hépatites B, C et D se transmettent essentiellement par le sang, les rapports sexuels non protégés, la salive et la transmission mère-enfant, tandis que les hépatites A et E se transmettent par la sueur, la mauvaise hygiène individuelle et corporelle et un environnement insalubre. Face aux dangers que constituent les hépatites virales appelées encore tueurs silencieux, les artistes gospel s'impliquent, ils sensibilisent les populations. Nous avons pensé que en menant cette activité de contribution à la lutte, ça pourrait davantage aider la population à prendre conscience de plus en plus et à prendre des dispositions. Nous organisons donc des conférences publiques dans des communes. Nous avons offert environ 500 doses de vaccins aux enfants démunis de Port-Boué. Des artistes accompagnés dans leurs actions par le programme national de lutte contre les hépatites virales. Le directeur du programme invite les populations à prendre des mesures de prévention. Pour éviter les hépatites virales A et E, il est conseillé de bien se laver les mains chaque fois qu'on sort des toilettes. Bien nettoyer les aliments lorsqu'on veut les consommer crus. En ce qui concerne les hépatites virales B, C et D, il faut éviter d'être exposé au sang. Nous recommandons les rapports sexuels protégés lorsqu'on ne connaît pas le statut de sa partenaire. Et aux femmes enceintes, nous leur demandons de se faire dépister pendant la grossesse. Et ça, ce sont les mesures de prévention en ce qui concerne l'éducation et la sensibilisation des populations. Mais vous avez également la vaccination. En Côte d'Ivoire, le vaccin contre l'hépatite virale B a été introduit dans le programme élargi de vaccination depuis 2002 par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les enfants de 0 à 1 an bénéficient de la vaccination gratuite contre les hépatites virales A et B. Davis Oyo et Franck Quadio signaient ce reportage. On ouvre à présent la page politique de ce journal. La coordination RHDP de la sous-préfecture de Rubino a organisé une journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du développement de Rubino. Au nombre de ses multiples actions, le bitumage en cours de l'axe Agboville-Rubino. Armand Guivet. C'est à la place du marché de Rubino que se sont donné rendez-vous les différentes sections qui composent la coordination RHDP de Rubino pour exprimer leur soutien aux actions de développement engagées par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Action de développement bien visible à Rubino, le bitumage de l'axe Agbouville-Séchy-Rubino en cours afin de sortir Rubino de son enclavement. Ici, pour une seule chose, nous devons rendre hommage matin, midi, soir à Alassane Ouattara. La seule chose, c'est le bitumage de la route Agboville-Rubino. Ça seulement, ça vaut hommage, hommage et hommage. Parce que la route précède le développement. Une cérémonie hommage au chef de l'État initiée par Sissoko Abdraman, cadre du RHDP, et Dessy Hubert, maire de Rubino. Rubino était oublié par le passé. Ça ne faisait pas partie des villes qu'on compte en Côte d'Ivoire. Et compte tenu du niveau de sous-développement de notre village, le président Alassane, avec l'axe Agboville-Rubino, vient de sortir Rubino de sa léthargie, vient de faire en sorte que nos enfants peuvent avoir un peu d'espoir. Nos parents peuvent espérer mieux, peuvent écouler leur production. Passant au peigne fin, les grands projets engagés par le chef de l'État Alassane Ouattara sur le plan national et local. La coordination RHDP de Rubino a appelé tous les fils de Rubino à faire bloc autour de l'alliance RHDP pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Ils étaient aussi nombreux à se rassembler ce dimanche 12 mars à l'appel de Laurent Tchagba, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, à Bobo Ndotré, un meeting de sensibilisation et d'information pour remobiliser les militants de base. C'est ce que nous dit Gabriel Zani.
L'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, n'est pas un parti sectaire. Confiné dans l'Ouest ivoirien, le parti de l'Arc-en-Ciel veut démontrer qu'il est implanté partout en Côte d'Ivoire. Plusieurs militants de l'UDPCI se sont rassemblés le dimanche 11 mars à Abobo-Ndautré pour redynamiser les bases du parti à l'appel de leur secrétaire général. Le travail que nous faisons, c'est de faire en sorte que l'UDPCI soit un parti suffisamment implanté au niveau national. Aujourd'hui, vous voyez que à Abobo-Ndautré, qui n'a rien à voir avec l'Ouest, il y a des coordinations, des acquis, des hommes du Nord, des hommes du Centre qui sont organisés, qui sont ensemble avec l'UDPCI. Un meeting de sensibilisation et d'information au cours duquel Albert Mabry-Touakeus a réitéré ses motivations politiques. Pour lui, renforcer les structures de base à Abobo-Ndautré est nécessaire. Mais le vivre ensemble est encore plus pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus porter le message de paix, de rassemblement à l'endroit de tous nos frères et de nos sœurs ici. Nous leur avons dit que nous devons continuer à faire les sacrifices pour ce pays. Ce pays a besoin d'aujourd'hui de se rassembler, a besoin d'une paix durable et il n'aura jamais de sacrifice trop grand pour que la Côte d'Ivoire redevienne le havre de paix que nous avons connu. Ce meeting a permis également de reconnaître les mérites de certains cadres de l'UDPCI. L'actualité internationale pour terminer, ce sera en images. En République démocratique du Congo, au moins une trentaine de personnes, au moins 30 personnes ont été tuées dans le nord-est du pays. Des morts enregistrées dans de nouvelles violences intercommunautaires. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.